Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Londres est en feu, London's Burning, 311 ans après le grand incendie de Londres de 1666, c'est le titre que les Clash donnent à leur album et à une chanson culte, London's Burning, les Clash qui enflamment l'univers punk et rock des années 1970. C'est une critique politique et sociale comme un brûlot qui rappelle à quel point le grand incendie de Londres est resté incandescent dans les mémoires. 2 septembre, jour du Seigneur. Ça a commencé ce matin, chez le boulanger du roi dans Pudding Lane. L'église Saint-Magnus est déjà complètement détruite. London's burning! London's burning! Que faire, selon vous? Si Sa Majesté n'ordonne pas d'abattre les maisons, rien ne pourra arrêter l'incendie. Abattre les maisons? C'est le seul moyen. Très bien. Bonjour Alan Potowski. Bonjour. Ce grand incendie de Londres que nous allons évoquer aujourd'hui dans le cours de l'histoire, je disais, il est resté dans les mémoires. C'est un incontournable de la culture historique dans un monde anglo-saxon. Absolument. Ce n'est pas juste le Clash qui se souvient de cet événement. On apprend dès le plus jeune enfance en Grande-Bretagne l'histoire du grand incendie. Et je suis là pour essayer d'évoquer les leçons tirées de cet incendie ou qui n'étaient pas tirées proprement. Oui, parce qu'il y a de ça. Il y a l'idée de l'incendie qui est un moment très particulier, mais qui se limite à quelques jours, et puis les conséquences sur un temps beaucoup plus long. Philippe Chassaigne, bonjour. Bonjour Philippe Chassaigne. Dans cette histoire-là, nous l'évoquons, ce grand incendie de Londres en 1666, moment extrêmement particulier qui a, évidemment pour ceux et celles qui sont pris dans les flammes, une incidence totale, mais qui, pour toute l'Europe, est observée. Ah oui, absolument. C'est la première fois c'est pas la première fois qu'une ville brûle. Vous savez qu'au Moyen-Âge, à l'époque moderne, les incendies sont monnaie courante, puisque beaucoup de maisons, on le verra, sont construites en bois, en torchis, mais un incendie à une telle échelle, oui, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Alors, en fait, c'est pratiquement 80% de la ville qui a été rasée par le feu, quoi. C'est une vraie catastrophe nationale. Et quelle ville? C'est Londres. Faut rappeler ce qu'est Londres au XVIIe siècle. C'est déjà une très grande ville. Ah oui, Londres, c'est 350 000 habitants. Donc c'est une des plus grandes villes d'Europe. Et puis pour donner la configuration géographique, Londres à l'époque c'est grosso modo ce qu'on appelle aujourd'hui encore la City, c'est-à-dire le noyau romain. Mais cette ville commence à se développer, elle sort hors des murs d'une certaine façon en se développant un peu vers l'est avec des milieux populaires autour du port, puisque le commerce impérial britannique commence à devenir d'ampleur internationale, mondiale. Et puis vers l'ouest également, puisque en dehors des limites de la City, au début du XVIIe siècle, se sont développés les quartiers de Covent Garden, et puis bien sûr tout le quartier politique autour de l'abbaye de Westminster, Westminster Hall, donc où siège le Parlement. Donc il y a cette extension à l'ouest, le début du West End. Mais enfin, le cœur de la ville, c'est la City, l'héritage de l'époque romaine, et donc une ville où la voirie est extrêmement resserrée, les maisons sont les unes sur les autres, et donc il y avait tous les éléments réunis pour que un feu mal maîtrisé au départ devienne une catastrophe d'ampleur majeure. Est-ce que ça a été Alan Potowski? Oui, j'aimerais juste répondre aussi ce chiffre qui est très impressionnant de 350 000. On peut se souvenir aussi que la population était 200 000 au début du XVIIe siècle, et que c'était 1 million juste à 1800. Donc on est en pleine croissance. C'est aussi à souligner que la ville qui était problématique pour en ce qui concerne l'incendie était construite très très rapidement et presque sans contrôle centralisé. Ah oui, avec cette question de la construction de la ville, Alan Potowski, vous êtes professeur d'histoire moderne et d'histoire urbaine à l'université Paris-Cité. Est-ce que nous pouvons noter une spécificité de la ville de Londres au XVIIe siècle, ou bien ressemble-t-elle à toutes ces villes européennes? Oui, on peut
parlait du fait que c'est une ville portuaire de grande importance. À partir de 1620, les Britanniques ont colonisé, les Anglais ont colonisé les Antilles, Bahamas par exemple, l'île de Bahamas, et on avait beaucoup de trafic à Londres en cause des échanges, en cause de tous ces des produits qui arrivent depuis les colonies, et pas juste les colonies bien sûr. Il y avait une grande logique mercantile qui était très vivace à Londres, qui est une base de comparaison avec Paris, qui ne connaissait pas du tout ce genre d'industrialisation vers les mers. Oui, parce que la ville en soi peut ressembler à ce que l'on a à Paris, Londres, Paris, des villes. Philippe Chassaigne, c'est quoi? Vous nous avez dit du bois, donc des maisons à colombage. Oui, c'est du bois, du torchis, de la pas de la paille, du chaume. Voilà, je cherchais le terme. Sur les toits. Et en plus, à Londres, il y a une particularité, c'est-à-dire que les rues, bon, déjà étaient assez étroites, mais à partir du 2e ou 3e étage, eh bien, on avait pris l'habitude de construire en encorbellement, ce qui fait que dans les étages supérieurs, de 3e, 4e, les maisons étaient pratiquement, enfin, se rejoignaient pratiquement de chaque côté de la rue, ce qui fait que lorsque le feu éclate, il passe extrêmement rapidement d'une maison à l'autre. Philippe Chassaigne, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Bordeaux-Montaigne, et dans cette image que vous nous donnez de cette ville de Londres, mais c'est vrai que pour Paris, il y a des équivalents avec la différence, et on l'entend bien ici, c'est que Londres, à la fin du XVIIe siècle, connaît une énorme croissance. Les gens viennent, ce qui nécessite des constructions, et des constructions rapides. C'est un peu ça aussi qui fait que le bois est privilégié. Il y a des normes pour Londres ou pour ces villes européennes? Enfin non, si c'est à moi de poser la question, non, il n'y a pas de. En tout cas, à Londres, il n'y a pas de normes. C'est justement une des caractéristiques du développement urbain de Londres, c'est qu'en fait, au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, la population augmente tellement qu'il faut construire très rapidement et avec des matériaux de mauvaise qualité. Alors, au XVIIe siècle, c'est le bois. Après l'incendie, on a privilégié la brique par rapport au bois, mais bon, au XIXe, c'est le cas aussi, et ce qui fait que cette croissance urbaine explique qu'un problème récurrent de Londres, c'était la todification de ces quartiers construits très récemment. Et puis Alan a souligné effectivement l'importance du commerce colonial, et donc le long sur le front du fleuve, il y a les entrepôts, et un des produits qui est importé en grande quantité depuis les Antilles, c'est le rhum, et donc tous les entrepôts le long du fleuve sont gorgés de tonneaux de rhum. Il est bien évident que le rhum n'a pas arrangé la situation. Ça a évidemment contribué à propager le feu. Voilà. Les entrepôts ont brûlé en 1940 parce qu'il y avait du rhum. Ils ont déjà brûlé en 1666 parce qu'il y avait déjà du rhum. Oui, parce que c'est vraiment ça. Hein. C'est essayer de trouver tous ces éléments qui nous permettent de comprendre ce grand incendie de Londres de 1666. Alan Potofsky, c'est ça. Hein. C'est l'accroissement de la population. On construit vite avec des matériaux qui sont peu chers, et donc c'est combustible. Donc pas de normes imposées à l'urbanisme londonien avant le grand incendie. Oui, par exemple, un autre produit qui était combustible et qui était utilisé partout, et on croit peut-être que c'est à l'origine de grand incendie, c'est le goudron utilisé pour protéger ce mauvais bois contre la pluie surtout, et aussi pour garder le chauffage à l'intérieur des maisons. Et on comprend bien que le goudron est terriblement flammable. Et donc on connaît l'histoire d'un boulanger, un certain Thomas Fariner, qui était supposé être à l'origine de cet incendie. On n'en sait rien effectivement, mais à côté de sa boulangerie était un grand sorte entrepôt de goudron
stockés pour les cordes des bateaux, par exemple, mais aussi pour les maisons. Donc, on comprend que cette ville pré-industrielle était en voie d'être une ville industrielle avec tous ses produits et ses menaces écologiques qu'on peut ajouter, on voit à nos jours. Donc, le rhum incriminé, le goudron incriminé, j'ajoute le théâtre. Sur les docks de Londres, reconstruit à l'identique, le théâtre du Globe dans lequel Shakespeare a joué de 1598 à 1613. Reconstruit exactement à l'identique, en rond, en bois, coiffé de chaume et ouvert sur le ciel. Là, aristocrates et manants se tenaient côte à côte, debout au parterre, pour se régaler des textes de l'auteur le plus original de son temps. Eh bien, Hamlet, mon neveu et mon fils. Je suis un peu plus que votre neveu et un peu moins que votre fils. Pourquoi tous ces nuages sur votre front? Voilà 25 ans que les Shakespeariens se battent pour avoir cette merveille qui a coûté la bagatelle de 250 millions de francs. Shakespeare doit être content, me direz-vous. Pas sûr qu'il ne soit pas écroulé de rire. Jugez plutôt. En Angleterre, on ne dit pas bonne chance à un comédien qui va commencer une pièce, mais break a leg, casse-toi une jambe. C'est ce qu'a fait hier soir l'acteur principal de la pièce qui doit débuter ce soir au Globe. On a cherché toute la journée un remplaçant. Espérons qu'à celui-là, on a dit bonne chance, c'est moins risqué. Nous étions en 2017 sur France 2, présentation du théâtre du Globe, le théâtre de Shakespeare, qui a été brûlé en 1613. Philippe Chassaigne, oui, ça, faut le rappeler, hein, dans l'histoire et vraiment sur un temps très long, hein, parce que jusqu'au 19e siècle, jusqu'à l'électricité, les théâtres sont des lieux extrêmement dangereux ou en tout cas propices au départ d'un incendie. Oui, comment dire, l'éclairage dans les théâtres, ce sont des torches, hein, donc ou des grosses, des grandes candles. Bougies. Voilà, merci. Bon. C'est Alan Potowski qui vous aide. Des cierges, quoi, un peu comme dans les églises. Et du coup, il suffit qu'il y ait une escarbie. De toute façon, c'est le problème dans toutes ces villes de l'époque moderne, c'est que effectivement, c'est les sources de chaleur, les foyers sont ouverts, et donc il peut y avoir une braise, une escarbille, et c'est la porte ouverte à un incendie. Et s'il n'est pas maîtrisé tout de suite, ça a des conséquences dramatiques. La question du feu dans ces villes-là, avec le feu ouvert, ce que vient d'évoquer Philippe Chassaigne, Alain Potowski, partout il y a du feu. Vous l'avez évoqué par les métiers, la boulangerie, nous l'évoquons aussi par le théâtre, il faut bien éclairer la scène. Et puis évidemment pour se chauffer, vous l'avez dit, nous sommes à Londres malgré tout. Absolument. Et ce qui a différencié Londres par rapport à Paris, par exemple, il y avait ces métiers à haut risque, mais à Paris, on a donné un certain pouvoir aux coopérations des arts et métiers, les guildes, par exemple, la chambre de bâtiment, ou les maçons, et bien aussi les architectes, ce qu'on appelle plus tard, les architectes officiels seront aussi obligés, mais aussi donner le pouvoir pour faire des inspections. Et donc, on a un système où, à Paris, on n'a pas brûlé Paris. Peut-être on avait bien sûr des incendies particuliers, et en particulier aussi les théâtres et l'opéra, mais on n'a pas eu un grand incendie qui n'était pas du tout contenu grâce peut-être à la prévention. C'est une autre logique. Londres avait supprimé les coopérations des arts et métiers et les guildes largement au long du XVIIe siècle. Et donc, on n'avait pas ce genre d'inspection pour la prévention. Eh oui, parce que ça, c'est toute la question, hein, la prévention de l'incendie, parce que nous savons que lutter contre un incendie, c'est extrêmement difficile. Autant empêcher qu'il ne se déclenche. Pourquoi, Alan Potowski, peut-on expliquer que ces guildes à Londres aient été supprimées? Pourquoi la prévention a été mise de côté? Parce que la ville grandissait trop vite? Je pense qu'il y a deux mots, simplement, la propriété privée.
elle primait beaucoup plus à Londres qu'à Paris, surtout dans l'époque moderne. Et on avait aussi une monarchie, il faut dire aussi, qui était ébranlée par la Révolution anglaise, qui est terminée en 1649, juste donc 2 décennies avant le grand incendie. Donc la monarchie n'était pas assez puissante pour avoir un système d'inspection, un système de prévention. Il y avait les pompiers. Les contraintes économiques. Et aussi les grandes contraintes économiques. J'ai vu ce chiffre que Londres avait un budget d'à peu près 12 000 pounds de livres en 1766 et que l'incendie a coûté 10 millions livres de cette époque. Donc voilà, il n'y avait pas de budget exact. Philippe Chassaigne, cette monarchie anglaise fragilisée, on en est où en 1666 ? En fait, en 1866, donc le Charles II règne depuis 1660, puisque bon, 1649, c'est la décapitation de Charles Ier, c'est la mise en place de l'interrègne du Commonwealth, qui en fait est une dictature militaire des Puritains, et en 1660, donc c'est la restauration de la monarchie. Mais en 1666, les Anglais, ils sont aussi en guerre contre les Hollandais, et donc comme le disait Alan, les budgets sont limités, surtout qu'il y a un effort de guerre qui est très important à ce moment-là, et c'est ce qui explique que les volontés des marchands de la City, qui étaient les principaux prêteurs du roi, étaient extrêmement, étaient très suivis, très écoutés. Et comme Alain a bien souligné l'importance de la propriété privée, donc on n'allait pas leur mettre des bâtons dans les roues en leur imposant des réglementations, des normes d'urbanisme dont ils ne voulaient absolument pas. Ça y est, le panorama de la ville est dressé par vous deux, Alan Potowski, Philippe Chassaigne. Il est temps d'aller acheter quelques scones dans une boulangerie le 2 septembre 1666. 2 septembre, jour du Seigneur. Monsieur, réveillez-vous. On voit un grand incendie dans la cité. Plus de 300 maisons ont brûlé cette nuit et le feu continue près du pont de Londres. Je me suis apprêté et rendu à la tour. De là-haut, j'ai vu les maisons de ce côté du pont, toutes en flammes, et un immense incendie s'étendant au-delà. Ça a commencé ce matin, chez le boulanger du roi dans Pudding Lane. L'église Saint-Magnus est déjà complètement détruite. Redescendu au quai, j'ai pris une barque et suis passé sous le pont. Là, j'ai assisté à des scènes lamentables. Les gens tentaient de sauver leurs biens, les lançaient sur les quais ou les entassaient dans des barques. De pauvres pigeons, ne se décidant pas à quitter leur maison, voltaient autour des fenêtres et des balcons jusqu'au moment où ils tombaient, les ailes roussies. Au bout d'une heure, j'ai vu que le feu faisait rage en toutes les directions. Le vent très violent poussait l'incendie vers la cité. Après une si longue sécheresse, tout était combustible, même les pierres des églises. Je me suis alors rendu à Whitehall, au cabinet du roi. On s'est empressé autour de moi et le récit que j'ai fait a consterné chacun. Le journal de Samuel Pepys, adapté sur France Culture en 2003 par Claude Mourtet, avec ici Didier Sandre, qui joue le rôle de Samuel Pepys. Ça s'écrit Pépise, si on voulait prononcer à la française. Alan Potowski, qui est-il ce Pepys ? Eh bien, c'était un officier de la marine et un haut administrateur éventuellement de la marine et qui est connu pour ses écrits surtout et aussi sa proximité à cette époque à Charles II. Pour l'anecdote, il raconte aussi dans ses cahiers, dans son journal, qu'il avait proposé au maire de Londres de créer les coupe-feux, de détruire les maisons en amont
de l'incendie, c'était à partir de lundi, donc la deuxième journée de l'incendie. Et bien sûr, la réaction du maire il était scandalisé qu'on peut proposer la destruction gratuite de la propriété privée. Ah, toujours cette propriété privée, sainte propriété privée. Philippe Chassaigne, c'est vrai que le témoignage de Samuel Pepys est très important dans l'histoire qui nous intéresse, celle du grand incendie de 1666. Se pose la question des sources aussi, à propos d'un tel événement, entre la narration au plus près des événements avec ce journal et puis l'écho dans la presse ou la proto-presse partout en Europe. C'est facile d'étudier un tel incendie, par définition, ça ravage tout. Oui, alors ça ravage tout, mais bon, il y a, on a effectivement le journal de Samuel Pepys, qui est c'est l'idéal pour l'historien, quoi. C'est une source de première main. Bon, évidemment, il faut pas perdre tout sens critique quand on l'analyse. Mais enfin, bon, Pepys est connu pour avoir été un observateur très attentif et objectif, si tant est qu'on puisse utiliser cette expression-là en histoire, enfin ou impartial, de son époque. Et donc c'est vraiment une source importante. Alors après, mais ce sont des choses qui ont été faites a posteriori. On a beaucoup de représentations picturales, donc gravures, tableaux, et ce sont ces représentations-là qui ont ensuite été reprises dans toute l'Europe sous la forme de gravures sur bois et qui ont été utilisées dans ces presses. Vous avez utilisé le terme tout à fait pertinent de proto-presse, donc ces occasionnels qui circulent dans toute l'Europe, ces almanachs qui circulent dans toute l'Europe et qui ont qui ont diffusé la nouvelle de l'incendie de Londres sur le continent. Avec Alan Potowski, cette mention dans le journal de Samuel Pepys de la sécheresse. Il le dit, cette sécheresse qui dure. Alors c'est quoi cette idée-là? C'est en septembre, ça veut dire qu'on sort d'un été très sec? Il paraît, oui. On est aussi dans un petit âge glaciaire qui a duré depuis le XIIe siècle, il paraît, et qui va rester jusqu'au début du XIXe. Donc cet âge glaciaire a créé une logique où les cheminées étaient utilisées bien sûr beaucoup plus. Le feu était constant dans chaque maison. Le goudron, donc, pour protéger le bois du froid, était répandu. Et donc, à part de cette sécheresse et le grand vent qui était conjoncturel, je pense, il y avait une histoire de longue durée. Qui était donc l'âge glaciaire de cette époque. C'est très intéressant de se dire que le fait que nous soyons au petit âge glaciaire pousse les gens à s'équiper tout le monde de cheminées, on brûle, c'est tout à fait logique, mais que quand la sécheresse se met ici dans la partie, bien tout est sec avec vraiment, Philippe Chassaigne, on a le cocktail détonnant parce que depuis tout à l'heure, nous parlons de bois sec, de torchis, de toits de chaume, de goudron, de rhum, enfin il manque plus que l'étincelle. Alors il manque plus que l'étincelle, et puis en plus il faut bien voir que au terme de cet été particulièrement chaud, la Tamise est à un niveau très bas, et donc ce qui fait défaut, c'est l'élément qui est utilisé pour lutter contre l'incendie, qui est l'eau. L'eau, on va la trouver où? Dans la Tamise, et donc avec une Tamise à un bas niveau, c'est très compliqué. Il faut bien voir qu'il n'y a pas du tout de compagnie de sapeurs-pompiers, pour utiliser un anachronisme à l'époque. Donc lorsqu'il y a un incendie, ce sont tous les gens du quartier qui se relaient, qui vont puiser de l'eau dans la Tamise, et puis on fait passer le baquet de main en main pour jeter sur le foyer. Et d'ailleurs Charles II s'est même joint à ces sujets pour contribuer en personne à lutter contre l'incendie. Mais bon, voilà, donc il n'y avait pas assez d'eau, et pas les tentatives, ça a été plus que des tentatives, ça a quand même été réalisé, mais les coupe-feux qui ont été mis en place ont été mis, on les a mis en œuvre trop tard. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où on commence à battre des maisons avec des grandes poutres avec des crochets, le feu a déjà contaminé, a déjà atteint le pâté de maison suivant, ce qui fait qu'après on va utiliser de la poudre à canon pour faire sauter davantage de maisons. Mais je suis pas certain que la poudre à canon n'ait pas non plus entretenu le feu. Ça me paraît être un choix un tout petit peu délicat, mais bon, je suis pas artificier donc.
Et pour rejoindre Philippe, aussi, il y avait juste au moment où le feu allait peut-être atteindre le Tower of London, le Tour de Londres, où était stocké donc la salpêtre et la poudre, qu'on a décidé d'engager une logique de coupe-feu. Et oui, par le canon, mais par d'autres moyens de sacrifier quelques maisons. Mais justement, le Tour de Londres a été sauvé à justesse. Mais sauvé avec toujours cette idée que nous avons, nous, que pour éteindre un feu, il faut utiliser de l'eau. Il y a la Tamise juste à côté. Non, Alan Potowski, c'est pas comme ça que l'on doit concevoir la lutte contre les incendies au XVIIe siècle et encore après. C'est pas l'évidence de l'eau. Oui, et c'est exact. C'est pour ça d'abord qu'on a pris le titre de sapeur-pompier à partir de 1810 sous Napoléon pour créer ce corps de pompiers qui était censé pendant les incendies surtout de détruire ce qui est autour du feu pour isoler le feu. C'était un pis-aller bien sûr, en mesure de pis-aller, mais quand même, ça en dit long sur l'incapacité vraiment d'éteindre les feux à partir du moment où c'est engagé sur l'échelle de Londres, par exemple, de 1766. Oui, ça, le sapeur, c'est un officier, c'est quelqu'un qui fait partie d'un régiment du génie et qui casse, en fait, qui sape, pompier, et après il pompe, c'est ça, c'est l'association des deux, le sapeur il casse et puis le pompier il pompe. Oui, exact, mais il y avait surtout les sapeurs et pas assez de pompiers, je dirais. Oui, c'est ça, à Londres, en 1666, en fait, il n'y a pas de pompiers, il n'y a pas l'idée d'aller chercher, il y a l'idée bien sûr, mais comme l'a dit Philippe Chassaigne, la Tamise est au plus bas, et puis la Tamise est difficile d'accès malgré tout. C'est pas simple d'aller prendre de l'eau dans un fleuve pour aller éteindre un incendie qui ravage la ville. Philippe Chassaigne, cette image que nous avons ici d'un feu qui se propage dans Londres, ça c'est la vraie spécificité de ce qui se passe en 1666 à Londres, au sens où des incendies, il y en a tout le temps dans toutes les villes, mais c'est la propagation rapide de cet incendie. On l'a compris, le goudron, le bois sec, le vent aussi sans doute. Oui aussi, mais je voudrais quand même revenir sur l'eau et la Tamise, parce que les auditeurs qui connaissent Londres aujourd'hui, ils connaissent les quais de la Tamise qui datent du 19e siècle, donc des quais qui sont perpendiculaires. Il faut bien voir qu'en 1666, il n'y a pas ces quais, et donc il y a la grève, donc de Strand, la plage, il y a la grève, et donc c'est plus facile de créer une chaîne humaine pour aller prendre de l'eau dans la Tamise. Aujourd'hui, on peut pas imaginer aujourd'hui une chaîne humaine qui irait prendre de l'eau dans la Tamise auprès de l'embankment et qui le transporterait. En 1666, la configuration est différente. Mais oui, effectivement, il y a le vent. Au moment de l'incendie, il y a un vent qui souffle de l'est, si je ne me trompe pas, et qui pousse donc qui pousse les flammes vers l'ouest, et qui explique que le feu a donc pris à l'est de la City. Alors, la tour de Londres n'a pas souffert parce qu'en fait, la tour de Londres il y avait plusieurs lignes de fortification, donc en pierre, et donc là, c'est le feu a buté en quelque sorte contre la première ligne de fortification avant d'arriver à l'intérieur de la tour où il y avait la poudrerie. Et donc ensuite, le feu se déplace de l'est vers l'ouest, et ce qui explique que c'est 80% de la city qui est détruite. J'ai oublié le nombre de maisons, c'est peut-être 100 000. Alain pourra me corriger si je me trompe, mais voilà, c'est parce que en plus il y a eu outre la chaleur, les matériaux inflammables, il y a eu le vent. Donc vraiment une conjonction de circonstances extrêmement néfastes. Oui, à une vitesse rapide en plus, Alan Potowski, ça va très très vite cette propagation de l'incendie. On l'a dit, le 2 septembre, c'est le début de l'incendie, mais déjà en quelques heures et alors en quelques jours, c'est l'ensemble de la ville qui est touchée. Exact. Samuel Pepys regarde l'incendie la première nuit de loin, je crois, et il se recouche après avoir vu l'incendie qui était juste en train de s'engager, et il n'avait pas du tout pensé à cette vitesse. Donc il est réveillé à nouveau par sa servante et il est surpris
que ça va éteindre sa propre maison. Donc il dormait tranquille à partir du moment où il a regardé au premier coup, et puis quelques heures après, il a aperçu que c'était hors de contrôle. Londres est en train de brûler. Le service des pompiers existe depuis que Paris existe. Ce fut au Moyen-Âge le guet bourgeois, le guet assis, et puis ce fut vu la création de la compagnie des gardes-pompes qui remonte à 1711. En 1793, ce vieux monopole royal disparaît pour donner naissance à la compagnie républicaine des gardes-pompes de Paris. En 1811, à la suite de l'incendie de l'ambassade d'Autriche, c'est la naissance du bataillon de sapeurs-pompiers de Paris, transformé en 1850 en régiment et en 1967 en brigade. Mais la conclusion, c'est que les pompiers sont aussi vieux que les civilisations, et si on se reporte aux Romains, on verra que les Romains avaient déjà des vigiles qui savaient parfaitement lutter contre le feu. Le général Raymond Perdu, qui était à la tête des pompiers de Paris en 1972 et qui donnait cette historique des pompiers avec Philippe Chassaigne. Un aspect ici qu'il faut évoquer. Bien sûr, il y a l'angoisse au moment de l'incendie pour les gens qui ne savent pas où aller, pas que faire, mais il y a très vite aussi la prise de conscience d'être seul, de ne bénéficier d'aucun secours. On l'entend ici dans cette archive qui nous rappelle l'historique des pompiers. Pour la France, il faut attendre le début du 19e siècle et Napoléon. Les gens sont seuls en fait à lutter contre cet incendie. Ah oui, ce sont les Londoniens qui luttent contre l'incendie avec les moyens du bord. Et si justement Charles II s'est mêlé plutôt à ces sujets, c'est parce que toutes les volontés étaient bienvenues. Oui, ça c'est vraiment disons c'est surtout l'ampleur du feu qui a surpris. Lorsque l'incendie débute, on prévient le maire de Londres et qu'il y a un incendie dans la City, et puis le maire de Londres, il répond de toute façon une femme l'éteindra en pissant. Je cite, bon, a woman might piss it out. Bon, donc pour lui, si on peut filer la métaphore urinaire, c'est pipi de chat, quoi. Et puis, évidemment, c'est beaucoup plus important. Et à ce moment-là, l'incendie étant complètement hors de contrôle, ce sont aux gens de s'organiser. Mais ça, on a insisté à plusieurs reprises sur l'importance de la propriété privée. Je crois qu'il faut insister aussi sur l'importance de l'initiative individuelle dans cette Angleterre de l'époque moderne, dans cette Angleterre en passe d'engager sa révolution industrielle. Et oui, l'initiative individuelle, c'est une des clés de la réussite de l'Angleterre du XVIIe, XVIIIe siècle. L'initiative individuelle, on la retrouve à tous les niveaux. Elle paraît évidente. Bien sûr, il y a un système de guet aussi dans les villes anglaises, mais c'est pas très efficace, c'est mal assuré. Tout le monde rigole de ces veilleurs de nuit, qui passent plus de temps à dormir dans leur cahute qu'à véritablement surveiller les quartiers. Et donc, le moment venu, ce sont les gens qui se prennent en main et qui vont agir comme ils peuvent. Voilà, l'entreprise individuelle, c'est très bien, sauf au moment d'éteindre seul, en tant qu'individu, l'incendie qui ravage une ville. Alan Potowski. Pour répondre à l'initiative privée des Londoniens, il y avait le service public à Paris. L'eau était garantie par le roi, juste avant 1789, on a comptabilisé 85 fontaines, par exemple, qui étaient donc disponibles au cas de feu. Et il y avait aussi un détail à propos de la géographie des deux fleuves, la Tamise et la Seine. La Seine n'était pas vulnérable à la sécheresse. Il n'y avait pas des changements vis-à-vis le niveau d'eau par rapport à la Tamise qui était en constante ébullition. Donc c'est pour ça elle était utile comme ville portuaire, comme un fleuve portuaire. Mais par contre, l'eau était plus constante et plus répandue à Paris. Et c'est certain que pendant ce temps-là, Londres continue à brûler. London's burning, London's burning, fetch the air.
Lizzie Morris, London's Burning, un grand classique des comptines pour enfants. C'est toujours dramatique, on le sait bien, toutes ces comptines. C'est une comptine que nous pouvons savourer aujourd'hui dans le cours de l'histoire grâce à Thomas Beau qui réalise cette émission avec aujourd'hui à la technique Jérémy Kaufmann. Cet incendie de Londres de 1666 est sidérant, il est dramatique. Philippe Chassaigne, nous sommes en train de dresser toutes les explications autour de l'idée de cet incendie de Londres en 1666, mais méfions-nous toujours d'expliquer les événements parce que nous en connaissons l'aboutissement. Ce qui s'est passé à Londres aurait pu se produire dans n'importe quelle ville européenne. Là, il y a une accumulation de facteurs, mais il n'y a pas de ville, même si on dit que Paris avait des fontaines, avait peut-être des systèmes un peu plus modestement perfectionné de mise en avant de la sécurité, aucune ville n'est à l'abri. Ah non, aucune ville n'est à l'abri. De toute façon, jusqu'au milieu du 19e siècle, il y a des incendies qui ravagent périodiquement les grandes villes. Je pense à celui de Hambourg en 1842, si je ne me trompe pas pour la date. Alors justement, je voulais, Eric, tout à l'heure, j'étais un peu vite en besogne. Je parlais de 100 000 bâtiments détruits. Non, là, j'ai été quand même très large. 13 000, voilà, oui, c'est ça. Et puisqu'on parlait on comparait l'eau de la Seine et de la Tamise, faut oublier non plus que Londres, c'est un port d'estuaire, et donc 2 fois par jour, la Tamise, elle est à marée basse, hein, donc ce qui n'arrange pas les choses non plus. Mais oui, bon, il n'empêche quand même qu'à Paris, il y avait probablement davantage de bâtiments en pierre et donc ce qui plus en tout cas qu'à Londres, ce qui était un élément aggravant pour Londres avec cette utilisation extrêmement répandue donc du bois, du torchis, du goudron, etc. Absolument. Pour répondre, donc il y avait à Paris les carrières de gypse partout, les carrières à plâtre, donc pour créer le plâtre qui était très renommé, on appelait certaines carrières les carrières d'Amérique, puisque le Plaster of Paris était très connu et très apprécié en tant que produit d'exportation. Et avec ce plâtre, on couvre donc le bâtiment et on ajoute une couche protègetrice des maisons de Paris, qui ensuite aussi était inspectée souvent par la création, après la création, l'année après le grand incendie, par la lieutenance générale de police et ses 48 commissaires et les inspecteurs, donc, qui éventuellement avaient pris le relais depuis les coopérations des arts et métiers pour inspecter pour la prévention des incendies. Donc, le cas de Paris est intéressant comme comparaison. Paris n'a pas brûlé. Il y avait des incendies particuliers dans des lieux particuliers, surtout les théâtres, surtout les opéras, certes, mais il n'y avait pas les quartiers entiers qui ont disparu. Il y avait l'incendie de Petit Pont de 1718, par exemple, qui a brûlé, je pense, une centaine de maisons. Mais il n'y avait rien de cette taille qui a consommé 13 200 maisons comme on a comptabilisé après l'incendie de Londres. Et puis il y a cette idée de quartier, Philippe Chassaigne, cette idée de quartier industriel, d'habitation, la différenciation des activités selon les lieux, tout ça, on ne doit pas le concevoir pour Londres en 1666, tout est plus ou moins mélangé.
Oui, enfin oui et non. Je pense que j'étais en train de réfléchir. Bon, on a dit à l'instant que le vent soufflait de l'est vers l'ouest, et en fait, une des raisons, à mon sens, pour lesquelles l'incendie n'a pas débordé de la City, c'est que les quartiers que j'évoquais tout à l'heure, Covent Garden, le Strand, etc., jusqu'à Westminster, donc à l'ouest de la City, il y a beaucoup de demeures nobles. Donc c'est de la pierre, hein, et donc ça offre beaucoup moins de prise à l'incendie. Alors que c'est vraiment dans la City qu'il y a cette accumulation de matériaux inflammables. Alors pour revenir à ce que vous évoquez. C'est vrai que en 1666, Londres, c'est une ville, Londres vient de ravir la place d'entrepôt de l'Europe à Amsterdam, où elle est en passe de lui ravir au terme de la dernière guerre anglo-hollandaise. Mais c'est d'abord une ville qui est commerciale. Il y a bien sûr des activités proto-industrielles, des activités artisanales, parce que il y a quand même la cour, et donc il y a des ébénistes, des tisserands, des modistes, etc. Mais on a effectivement un tissu économique qui mêle de façon très étroite activité industrielle, activité artisanale, activité proto-industrielle et métier de bouche. Le fariner dans l'atelier duquel, la boutique duquel aurait commencé un incendie, c'était le boulanger du roi. Oui, c'est ça. Un des boulangers du roi. C'est un des boulangers, ça veut dire que pour être boulanger, il doit cuire son pain, il a du feu, et n'importe quelle forge peut être située dans la cité. D'ailleurs, vous avez émis une réserve, Alan Potowski, sur cette idée que ça viendrait de cette boulangerie. En fait, on sait d'où ça vient. Après, la certitude du déclenchement de l'incendie, ça reste un peu mystérieux. Oui, tout à fait. On sait que la farine dans l'air pourrait exploser, pourrait avoir des conséquences donc pour l'incendie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les boulangers, éventuellement, au cours du XVIIIe siècle, étaient obligés de déplacer les grands fours au-delà les murs des fermiers généraux qui délimitaient Paris à partir des années 1780. Donc, il y avait toujours cette impression que Paris a appris des bonnes leçons, a tiré des bonnes leçons de Londres, tandis que les Londoniens, comme disait Talleyrand, n'ont rien appris et rien oublié, puisqu'ils se souviennent bien de grands incendies, mais juste un décade, 10 ans après, il y avait un grand incendie à Southwark, donc le sud de Londres, qui a consommé 600 maisons. Et donc, on était dans une série catastrophique à Londres. Il y avait une succession de ce genre d'incendies. Et éventuellement, ce que les Londoniens comptaient faire, c'était de créer un système d'assurance privée, the Fire Office, qui était créé en 1667. Donc, encore l'assurance privée pour les maisons privatives était pour après l'incendie, bien sûr, et encore on voit que l'initiative privée comptait pour beaucoup contre les incendies à Londres à cette époque. Oui, parce que c'est un incendie qui a duré quand même plusieurs jours, du 2 septembre 1666 au 5 septembre. London's burning! London's burning! Et d'ailleurs, la question des victimes se pose, Philippe Chassaigne, parce que là, c'est 13 000 maisons brûlées, cette catastrophe gigantesque, ces entrepôts, enfin, combien de morts? 6. Ah oui. Donc, les gens ont eu le temps de fuir.
Oui, les gens ont eu le temps de fuir. Bon, alors, pour rester sur le pauvre boulanger sur qui la tradition fait reposer la responsabilité de l'incendie, sa famille a évacué l'atelier, la maison, mais sa domestique est restée, elle a brûlé. Donc elle passe pour être la première victime de l'incendie. Oui, en fait, c'est parce que les gens étaient quand même habitués aux incendies, et donc dès qu'on entend l'alarme, quand on sait qu'un incendie, les gens se précipitent dans la rue et s'en vont. Alors il y a ce que Samuel Pepys a décrit dans son journal, les gens qui se précipitent sur les berges de la Tamise. Justement, c'était sur les berges, c'est parce qu'il y avait bien ces plans inclinés, cette plage, et que les gens pensaient être à l'abri, ou carrément sur des barques sur le fleuve. Et voilà, donc oui, il y a un réflexe général de sauve qui peut, qui a fait que le nombre de victimes a été extraordinairement limité. Oui, parce que c'est vraiment ça, c'est pouvoir partir avant que les flammes nous atteignent. Cet incendie se propage rapidement, mais pas suffisamment pour empêcher les gens de partir. Exact. Il paraît que certains historiens ont mis un petit doute sur le chiffre de 6 victimes, puisque il paraît que les paroisses étaient vraiment très décentralisées. Les enregistrements des naissances et des morts étaient donc décentralisés. On parle avec ces 13 200 maisons une petite centaine, ou 87 églises, je pense, où il y avait donc la trace de chaque naissance et baptême, des fois, pour certains, dans ce Londres qui était quand même protestant. Et donc la question de est-ce qu'on n'a pas complètement brûlé et consommé des autres morts, et surtout des pauvres pendant cet incendie se pose par certains historiens. C'est vrai que la cause et les effets des incendies se prêtent au complotisme le pire. Et la 7e victime est aussi connue, puisque c'était un Français, un certain Robert Hubert, qui était accusé d'avoir lancé le feu en jetant une sorte de bombe artisanale dans la fenêtre de la boulangerie de Varennes. Et c'était une histoire racontée par lui-même à un pauvre marin, je crois, ou ex-marin de Rouen, qui serait pendu donc immédiatement après à Tyburn. Mais la question qui se pose, c'est son récit n'avait aucun sens. Il raconte qu'il y avait une fenêtre chez Varennes, il n'y avait pas. Il raconte aussi que le feu a été commencé à Westminster, comme si il connaissait pas la géographie de Londres du tout, et c'est probable qu'il n'a même pas été à Londres à cette époque-là. Donc c'est une histoire fabriquée, peut-être un suicide même, parce qu'il est condamné et vite exécuté, bien sûr. Cet homme-là, ce Français, s'appelle Robert Hubert. C'est étonnant d'ailleurs de voir un destin. Il est exécuté en 1666. Malgré tout, Philippe Chassaigne, ça nous permet d'évoquer l'idée du complot, toujours à l'origine de cet incendie. On réfléchit dès qu'il y a une catastrophe aussi forte, et nous sommes dans un contexte qui permet, et on l'a évoqué par rapport à la situation politique de l'Angleterre à ce moment-là, qui permet d'imaginer des complots. Oui, absolument. Et faut pas oublier qu'au début du XVIIe siècle, il y avait eu le complot des poudres. On avait accusé les catholiques de vouloir entreposer des barils de poudre dans les caves du Parlement pour faire exploser le Parlement au moment où le roi Jacques Ier viendrait ouvrir la session parlementaire. Donc il y a vraiment cette idée. Bon, on est dans un pays protestant le catholicisme, voilà l'ennemi. Et donc ce pauvre Français parce que j'avais lu, il était
il avait fait cette confession, enfin, il avait revendiqué cela, il était complètement bourré, enfin, il était complètement ivre, excusez-moi, et donc, pour se rendre intéressant. Et puis, voilà. Mais oui, l'idée, c'est que une telle catastrophe ne peut qu'être d'origine étrangère, et bon, à l'époque, les étrangers sont les ennemis de la religion, les catholiques. Et à partir de là, nous sommes dans un univers sinistre, un univers de ruines, peut-être en écho non pas à Robert Hubert, mais à Hubert Robert, le peintre. Il suffit d'inverser les deux. Et ici, nous nous trouvons dans un Londres détruit, quasiment au bord de la disparition. Plus une seule maison ni une église debout jusqu'au temple. À la bourse, plus une statue ni une colonne encore debout. Des rues entières en cendres. Les semelles presque rôties à force d'avoir marché sur des charbons, je suis allé jusqu'à Moorfields, encombré de malheureux qui veillent sur leurs biens. C'est une chance qu'ils fassent beau, car ils restent là sans abri, nuit et jour. On barque jusqu'au quai de St. Paul. De là, j'ai vu toute la ville incendiée. Lamentable spectacle. Le toit de St. Paul effondré, la masse du chœur tombée dans l'église Sainte-Foy. Détruit aussi le collège St. Paul, Ludgate, Fleet Street, la maison de mon père et une bonne partie du temple. Espérons que cet incendie ne nous vaudra pas de trouble, car la rumeur publique y voit maintenant la main des Français et, par ailleurs, le peuple a de grands sujets de mécontentement. Encore un extrait du journal de Samuel Pepys sur France Culture, avec encore les Français rendus responsables. Ils sont terribles, ces Anglais. Ici, la question des réfugiés se pose. Tous ces gens qui ont pu partir, on l'a dit, il n'y a pas beaucoup de victimes. Sans doute des victimes par la suite. Je rappelle, l'incendie, c'est en septembre, l'hiver est proche. Il y a tout ça à prendre en compte. Ils vont, tous ces gens. 80 000, pareil, SDF, pour utiliser un anachronisme. Donc, ils sont dispatchés dans la campagne. Il y a quand même, on a beaucoup dit sur l'initiative privée, il y avait un grand effort pour nourrir et pour protéger un grand nombre de ces 80 000 pauvres qui étaient dans la campagne maintenant autour de Londres. On les a nourris, ils restaient dans les fermes souvent. Mais il faut imaginer, il n'y avait pas une structure, il n'y avait pas à cette époque les tavernes, hôtels, où on pouvait rester la nuit, bien sûr. Donc, c'était encore l'initiative des gens charitables, effectivement, qui étaient engagés pour ces pauvres SDF nouveaux. Philippe Chassaigne, on l'entend bien, l'initiative privée est au cœur de toute cette réflexion sur l'incendie de Londres en 1666, avec des conséquences privées aussi. On l'a dit, l'importance pour les assurances. Quelles leçons tirer de cet incendie-là? On va pas faire l'histoire de la reconstruction de la ville avec des avenues plus larges, des grands parcs. Il y a une leçon tirée, utiliser de la pierre et mettre en place peut-être plus d'investissement de la part des autorités? Pas tellement en fait, c'est-à-dire que il y a eu plusieurs projets de reconstruction de la ville, mais Christopher Wren en avait un qui prévoyait justement de mettre un terme à toutes ces rues extrêmement étroites, alambiquées, etc., remplacées par de grandes avenues plus larges et qui serviraient, le cas échéant, de coupe-feu naturel si on a besoin d'en créer. Et puis finalement ça n'a pas été suivi parce que les propriétaires des parcelles ont voulu reconstruire le plus rapidement possible à l'identique. Ces grands propriétaires étaient aussi des prêteurs du roi. J'ai dit tout à l'heure que Charles II était en guerre contre la Hollande. Et donc, ils pouvaient difficilement se les mettre à dos. Et donc, en fait, on a reconstruit pratiquement à l'identique, simplement en interdisant les matériaux les plus inflammables. Mais en termes de sécurité, il y a pas eu de modification fondamentale. De toute façon, la pierre, elle est beaucoup plus rare en Angleterre, en tout cas dans le sud de l'Angleterre qu'en France. Donc, on recourt, je vous le disais, après le bois, on a utilisé
utiliser, la brique, qui est quand même moins inflammable. Mais en revanche, puisqu'on peut vous évoquer les assurances, c'est vrai que l'incendie de Londres, la fréquence d'incendie explique que très tôt, eh bien, le secteur assurantiel était un des secteurs des services les plus prospères dans l'économie anglaise. C'est un des points forts de la City dès la fin du XVIIe siècle. Il y a l'assurance incendie, il y a évidemment aussi l'assurance pour les expéditions maritimes, l'assurance pour la haute mer, et c'est le début déjà d'une activité tertiaire qui, au 19e, 20e, 21e siècle, va prendre de plus en plus d'importance dans l'économie anglaise puis britannique. Alan Potowski, pour terminer, vous avez étudié particulièrement le bâtiment à Paris de l'Ancien Régime à la Révolution, avec des leçons à tirer de ce grand incendie, mais très difficile à mettre en place. Il faut la volonté des autorités. Ça, c'est très long. C'est pour ça que les villes idéalisées britanniques étaient surtout dans les colonies à partir de ce moment, qui étaient construits sous les plans en grille. Et donc, le plan en grille crée les rues qui sont effectivement des coupe-feux, qui sont assez larges, donc, avec un espace équilibré entre les maisons, entre les rues et les maisons. Et donc, les architectes, le siècle après, ont beaucoup travaillé sur la reconstruction des villes avec les plans en grille, y compris à Paris, y compris le premier grand plan utopiste de Pierre-Alexis Delamere en 1737, écrit le Livre des Merveilles, où il a donc projeté un Paris tout en grille. Et c'est pour ça qu'on comprend l'importance de la création des sapeurs-pompiers par Napoléon au début du 19e siècle, parce que là, on a un moyen efficace de lutter contre ces incendies. Merci vivement à tous les deux, Alan Potowski, Philippe Chassaigne, de nous avoir présenté les origines, les événements et surtout la portée d'un tel événement, le grand incendie de Londres de 1666. Merci beaucoup à vous. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Pourquoi Thierry Lafronde est-il devenu un héros populaire ? Des études très sérieuses et très utiles ont expliqué aux parents qu'il ne fallait pas que leurs enfants passent trop de temps devant leurs écrans. À ma connaissance, les historiens ne se sont pas penchés sur ce phénomène. Pourtant, si je m'en réfère à mes souvenirs personnels, dans les familles nombreuses des milieux populaires, dès que la télévision a fait irruption dans les salons ou les salles à manger, elle est devenue un compagnon familier pour les enfants, surtout les jours où il n'y avait pas école. L'une des grandes différences entre le début des années 60 et aujourd'hui, c'est qu'il n'existait à cette époque qu'un seul écran par foyer, devant lequel se rassemblait chaque soir toute la communauté familiale. Alors que de nos jours, la télévision est complétée et souvent même remplacée par l'ordinateur et le smartphone. Ces nouvelles technologies ont bouleversé notre rapport aux écrans. Leur usage est devenu plus individuel, mais il a aussi permis, surtout dans la jeunesse, le développement de formes inédites de communication à distance. Une autre conséquence de ces mutations récentes, c'est l'extrême diversification des contenus diffusés par les écrans. Au début des années 60, à l'époque où il n'existait en France qu'une seule chaîne télévisée, l'offre en termes de programmes était très réduite. Mais comme tous les Français regardaient les mêmes émissions, leur impact était sans doute plus fort que celui des séries d'aujourd'hui. Dès la fin des années 1950, les responsables de la radio-télévision française, la RTF, devenue l'ORTF en 1964, favorisèrent la production de programmes visant à instruire les citoyens tout en les divertissant. C'est dans cette perspective que la télévision s'empara de l'histoire de France, en lançant un nouveau feuilleton destiné initialement au jeune public. De 1963 à 1966, les Français purent suivre ainsi les aventures de Thierry Lafronde, un jeune noble qui combattait l'occupation anglaise en Sologne pendant la guerre de 100 ans. Le but était aussi de concurrencer les feuilletons anglo-saxons qui commençaient à coloniser nos écrans avec des séries comme Rintintin ou Ivanhoé.
Les aventures de Thierry Lafronde, le Robin des Bois Sologno, rencontrèrent d'emblée un énorme succès, fédérant autour de la boîte à images un public qui rassemblait les enfants et leurs parents. Le symbole de Lafronde, qui évoquait la résistance populaire face aux nobles maniant leurs épées, joua sans doute un rôle important dans cet engouement. Plus ou moins inspirée de faits historiques, la série cumulait néanmoins les invraisemblances et les anachronismes, ce qui explique les critiques virulentes que suscita ce feuilleton chez les amateurs de vérité historique. Je ne suis pas sûr que les enfants aient appris grand-chose sur la guerre de 100 ans en regardant Thierry Lafronde. Mais la plupart d'entre eux s'identifièrent à un héros sans peur et surtout sans reproche, qui se battait avec une extrême loyauté en respectant ses ennemis. Est-ce que cette génération resta fidèle à ses injonctions morales lorsqu'elle atteignit l'âge adulte? Voilà un autre problème historique que je me garderai bien d'aborder dans cette chronique. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Océane Viudès, Mathieu Copal et Maïwen Guizioux. Merci aux équipes de France Bleu Gascogne à Mont-de-Marsan. Le cours de l'histoire retrouve à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.